Bonjour tout le monde, je m'appelle Robin Pendariès, je suis américaine et française depuis quelques années aussi. Et je travaille à Paris, mais essentiellement en ligne, avec des adultes, surtout des femmes qui ont eu le diagnostic tardivement du TDAH. Si je fais des erreurs en français, vous comprendrez pourquoi. Voilà, donc j'accompagne des gens aussi bien individuellement et dans les groupes aussi pour les aider à trouver une vie qui leur correspond. Voilà un peu mon slogan. Trop bien. Et tu disais tout à l'heure que tu as des membres de ta famille qui sont concernés aussi? C'est vrai, pardon, exactement. Mon mari a été diagnostiqué à 55 ans avec le TDAH et ma fille à 18 ans. Donc moi, je n'ai pas de TDAH, mais je suis entourée toute la journée et toute ma vie sans le savoir. Et maintenant, je le sais. Donc moi, c'est Justine, je suis la créatrice du podcast À contre-cliché qui lutte contre toute forme d'injustice qu'on peut vivre dans la société à partir du moment où on fait partie d'une minorité. Et j'ai aussi un TDAH. Merci. Je vais poursuivre. Donc moi, je suis Flora Benjima. J'accompagne les personnes, donc les neuroatypiques, exactement les entrepreneurs engagés dans une cause à impact sur l'environnement et tout ce qui est sociétal. Et donc, j'aide ces personnes-là à développer, à construire leur stratégie digitale. Et également, je les aide à réguler leur système nerveux et leurs émotions pour leur permettre de lever les blocages et les freins liés à l'expression, qui est souvent super compliquée quand on est neuroatypique. Et je suis moi-même neuroatypique puisque je suis ODHD. Le diagnostic TSA a été diagnostiqué très, très tard, très récemment. Et je suis également en TDL, donc voilà, j'ai quand même ce profil qui me permet de comprendre un peu tous les gros types de neuroatypies qui existent. Alors bonjour, moi c'est Mélodie Berset, donc j'ai 43 ans. Je suis maman de 3 enfants neuroatypiques, je pense aussi. Tous ne sont pas diagnostiqués. Je suis aussi TDAH et diagnostiquée depuis l'été dernier seulement, donc après un burn-out. Et aujourd'hui, je suis donc l'hôte et la créatrice du podcast Micro et Dopamine qui donne la parole à des adultes TDAH, donc sous forme d'interviews et principalement centrée sur le monde du travail, donc l'évolution scolaire, des études, les difficultés dans le monde du travail et puis le parcours au travers du prisme du TDAH. Et sur les réseaux sociaux, donc on va dire que je partage essentiellement des informations et du contenu sur le TDAH adulte et spécifiquement féminin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de spécificités qu'on redécouvre bizarrement que maintenant et par rapport aux neurosciences qui évoluent beaucoup. Donc avec pareil des contenus qui sont plutôt ciblés TDAH féminin. Donc d'où ma présence aujourd'hui à cette table ronde. Moi, c'est Sophie Ossini-Jacquot. Bonjour à tous. Je suis sous-titreuse professionnelle, notamment dans le domaine du sous-titrage pour sourds et malentendants, principalement. J'utilise les normes américaines et françaises, qui sont 2 types de normes différentes qui permettent de sous-titrer différents formats, que ce soit des vidéos YouTube ou des courts-métrages. Voilà. Je suis très fortement TDAH. Je n'ai pas de diagnostic officiel, mais de par mon entourage et mon quotidien, je le suspecte très, très, très fortement. Donc, c'est en cours de recherche de diagnostic, parce que je les attire aussi. Toutes les personnes que je croise sont TDAH, donc il doit y avoir quelque chose. Voilà. Et donc, le sous-titrage SDH-SME est aussi utile pour aider à la concentration et à la compréhension des films par les personnes neuroatypiques. Est-ce que vous aimeriez commencer par partager à quel moment de vos vies vous avez commencé à vous questionner par rapport à un éventuel TDAH? Voilà, s'il y a des choses en particulier qui ont déclenché cette prise de conscience, ou voilà, si c'est qu'il y a des éléments que vous voyez chez les autres à répétition par rapport à cette prise de conscience.
Alors, comme je l'ai dit dans ma présentation, moi j'ai été diagnostiquée donc seulement l'année dernière, donc très tardivement. Et en fait, la porte d'entrée chez moi, ça a été le burn-out. Donc, j'ai toujours eu un profil assez dépressif, on va dire, parce que j'avais déjà fait 3 dépressions dans ma vie depuis ma jeunesse, donc dont une postpartum. Et puis un profil assez hyperactif. J'ai toujours besoin de faire 36 000 choses à côté. Enfin, je peux pas me contenter de mon travail le matin, rentrer le soir et puis le week-end, je suis tranquille et tout ça. Donc j'ai toujours eu un profil hyperactif. Et puis le burn-out m'a vraiment révélé une grosse fatigue et je me suis dit: «C'est pas possible, il y a pas que ça» et j'avais, sur ma famille un terrain, héréditaire parce qu'il y a une grosse prévalence héréditaire chez le TDAH, donc qui est de 75 à 80 et pourtant, j'avais mon frère et ma sœur qui étaient diagnostiqués jeunes et j'étais en parcours de diagnostic pour mon fils, mais finalement ça nous a explosé au visage, en fait, tous les 2 en même temps l'année dernière. Donc mon fils avait 16 ans et moi, 42 à l'époque et en fait, c'est plus en creusant et en me renseignant moi-même vraiment sur les réseaux sociaux que j'ai commencé à comprendre et à faire des liens avec, ce que je vivais moi et ce que vivait mon fils. Donc ça a fait un petit peu effet miroir. Pas pour tout parce qu'encore une fois entre hommes et femmes, c'est très différent. Mais, c'est ce qui m'a permis moi et ce qui est dommage je trouve, c'est que, ce ne sont pas les professionnels de santé qui m'ont orientée du tout, alors que j'étais suivie pour mon burn-out, que j'étais sous antidépresseurs. En fait, on me soignait le symptôme qui était la dépression, la fatigue, l'épuisement, mais on n'est pas allé creuser derrière pour savoir quelle était la cause et la cause c'était le TDAH. Donc moi, ma porte d'entrée, c'est vraiment un mal-être général et si je peux répondre à ta question, Letty, par rapport aux gens que j'interviewe et dont j'entends les histoires depuis 1 an, en fait, chez la femme, c'est toujours la même chose. C'est souvent une crise hormonale, en fait, enfin, un moment de vie, une étape hormonale dans la vie, donc souvent la préménopause et la ménopause chez les femmes où les symptômes explosent. Et peu importe si la personne a été diagnostiquée tôt et qu'elle était suivie médiquée, il y a toujours une rechute en fait, soit une découverte du TDAH à ce moment-là, soit une rechute des symptômes et où il faut tout recommencer, tout réapprendre parce que le traitement fonctionne plus. On repère toutes les stratégies qu'on avait mis en place, ça ne fonctionne plus. Donc pour moi, c'est vraiment, si on est dans la thématique du TDAH au féminin, c'est vraiment les hormones qui influent beaucoup. Et puis moi, ça a été la fatigue et la dépression, quoi. C'est tout à fait ça, Mélodie. Moi, je rajouterais que les femmes qui sont diagnostiquées tardivement, c'est souvent suite à une erreur de diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont été mises sous médicaments pour bipolaire, pour l'anxiété, pour la dépression, et qui sont traitées pendant des années de thérapie et des années de médicaments. Et en fait, ce qui était caché derrière ou en dessous, c'est le TDAH. Et heureusement qu'on est tous ici pour parler de ça, parce que ça révèle tous les jours, enfin ça augmente la prise de conscience, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'on est là. Et je voulais juste rajouter d'un point de vue personnel que quand ma fille a été diagnostiquée, parce que j'ai senti, et ça ressemblait, comme tu dis, Mélodie, ça ressemblait de l'extérieur très différent que le TDAH de mon mari. Et donc, quand j'ai dit à ma fille qu'il fallait qu'elle consulte et que je suspectais un TDAH, elle avait 18 ans et elle m'a dit, mais maman, merci, parce que maintenant, je peux mieux appréhender la vie et je sais quelles vont être mes forces et mes faiblesses. Et donc, je trouve que c'est très, très important, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, mais surtout pour les femmes, de diagnostiquer le plus tôt possible et déceler le plus tôt possible pour ne pas avoir à traîner ça toute leur vie d'adulte pour arriver comme tu as été, Mélodie, à 42 ans avec ce choc ça peut être un choc. Ouais, carrément. Flora, toi, tu avais été diagnostiquée pendant tes études, c'est ça? C'est ça. Donc, moi, en fait, j'avais été diagnostiquée pendant mes études en plein milieu. Et en fait, le truc, c'est que je sentais que j'avais énormément de difficultés, que ce soit dans la concentration, dans la rédaction de mes mémoires, tout simplement aussi dans la compréhension des études et tout ça. Enfin, il y avait énormément de choses qui rentraient en compte. Et en fait, en discutant avec ma meilleure amie d'enfance de toutes mes difficultés, et puis en reliant à ma personnalité, tout ce qu'elle savait de moi depuis qu'on est petite, puisque c'était une personne qui me connaissait depuis la maternelle.
c'est celle qui m'a vraiment connue tout au long de mon évolution. Et ben, un jour, elle m'a dit, ouais, je me questionne beaucoup parce qu'en ce moment, je m'intéresse énormément à tout ce qui peut être troubles, neuroatypiques, tout ça. Et je te reconnais pas mal sur plusieurs points. Et donc, en fait, de là, donc on a beaucoup échangé. Et de là, elle m'a dit, ce serait bien peut-être que tu ailles te faire diagnostiquer, que tu ailles voir s'il y a quelque chose. Et en fait, c'est par ces paroles à elle que je me suis motivée à vraiment faire toute cette démarche. Et donc, voilà, de là, en fait, c'est là où s'en est suivi tous les diagnostics. Donc, voilà. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu avoir mes études parce que je pense que la scolarité, ça a été beaucoup comme ça, mais j'arrivais toujours à rebondir. Mais quand on est dans les études supérieures, il y a beaucoup trop de charges, de pression. Puis moi, j'étais en apprentissage, donc il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Donc je pense que sans les diagnostics, je pense que j'aurais vraiment galéré à avoir tous mes diplômes, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu. Carrément. Et du coup, tu avais quel âge? Alors, ben, c'était en 2020. J'ai eu mes premiers diagnostics en 2021, donc j'avais 21, 22 ans, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Et tu as Ouais. pu avoir des aménagements pour suivre tes études derrière? Oui, alors au début, ça a été difficile parce que j'avais pas tout bien les diagnostics qu'il fallait, et puis j'étais dans une école privée, donc c'était un peu compliqué pour vraiment avoir des aménagements. Mais du coup, j'ai quand même réussi à avoir des aménagements tels que du temps en plus pour les évaluations. Donc, c'est vraiment le gros que j'ai eu comme aménagement. Moi, en fait, j'avais jamais pensé au TDAH. Il s'avère que j'ai été diagnostiquée un peu par hasard parce que j'avais décidé de consulter une psychologue suite en fait à la naissance de mon fils. Il y a des petites choses, des petits traumas qui faisaient que ça allait pas sans être forcément dans la dépression postpartum. Et donc, suite à ça, j'ai décidé de voir une psychologue. Et au fil des séances, comme elle posait ce genre de diagnostic, elle me dit, je suspecte quand même chez vous un TDAH. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse les tests? Effectivement, on a fait les tests et voilà, le diagnostic était sans appel. Et en fait, moi, le fait d'être diagnostiquée, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses, d'expliquer pourquoi je me sentais si différente des autres, pourquoi dans certaines situations, je comprenais pas ce qui se passait, j'avais l'impression d'être toujours à la marge en fait, de jamais faire ou dire ce qu'il fallait, peut-être un peu trop impulsive, un peu trop franche. Bon, là, mon conjoint, maintenant, il m'appelle le bulldozer, mais que dans la manière de parler, quoi. Et voilà, ça m'a permis d'expliquer tous ces moments où je me sentais complètement à côté de la plaque et de me dire, en fait, c'est pour ça. Alors, j'ai commencé à me questionner, je pense, vers 20 ans, 21 ans à peu près. Parce que je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre j'ai quand même envie de bouger, j'ai beaucoup envie de bouger, j'ai beaucoup envie je parle très très vite. Ma mère, quand j'étais petite, disait que j'étais atteinte de logorée, que je parlais, voilà, déjà très vite. Je perdais beaucoup mes affaires. Enfin, je faisais très attention à pas perdre mes affaires. J'oubliais souvent les rendez-vous où il fallait qu'on me répète pareil plusieurs fois les choses. Je rejoins aussi Flora sur les notions d'aménagement dans les études supérieures. C'est pareil, tiers-temps, reformulation de phrases, salle à part aussi pour la concentration, parce que le moindre stylo qui tombait, ou les paroles, ou les chuchotements, les odeurs pouvaient me déconcentrer. Donc, voilà. Les changements d'environnement aussi. Et tout ça, en fait, je pensais que c'était normal chez moi, parce que je suis née un peu préma, donc j'ai d'autres choses en plus qui m'ont fait penser que c'était dû à ma pathologie, alors qu'en fait non, c'est
plus j'y pense et plus je me dis c'est dû au TDAH. Et je me suis dit, sauf que je suis en train de me poser vraiment la question de me dire, va te faire diagnostiquer. Je me donne des coups de pied aux fesses, mais parce que ça m'angoisse, je vais le dire, ça m'angoisse beaucoup. Mais c'est très angoissant aussi de se dire, de rechercher, de se faire poser un diagnostic et de trouver les bonnes personnes qui écoutent, qui savent aussi faire les différences entre les différents types de difficultés neurologiques, nous allons dire, entre dépression, tout ça, troubles neuro, ça peut prendre tellement de formes, notamment chez les femmes, chez lesquelles déjà, dès l'enfance, on impose beaucoup d'injonctions. Enfin, je crois que je divague un peu. Je crois que je vais dire, voilà. Je suis déjà trop en avance. Bon. T'inquiète pas, c'était super intéressant. Voilà. Est-ce que, du coup, on a un peu évoqué le fait que chez les femmes, ça peut se montrer de manière différente, que les symptômes peuvent être, disons, peut-être un peu cachés ou un peu floutés chez les filles et chez les femmes. Est-ce que vous avez remarqué ça chez vous? Est-ce que vous avez des exemples concrets pour les personnes qui sont peut-être soit curieuses, soit qui ont des doutes? J'avais mon mari d'un côté et ma fille de l'autre. Et donc, je suspectais d'abord mon mari parce que pour moi, enfin, à mes yeux, son TDAH, ça ressemblait beaucoup à l'impulsivité et l'hyperactivité à l'extérieur. Il marchait toujours très vite, il me coupait au milieu de mes phrases, il m'écoutait pas particulièrement. D'ailleurs, il m'écoute toujours pas particulièrement. Et voilà. Et donc, ça, c'était ses caractéristiques. Et en fait, pourquoi est-ce que je n'ai pas remarqué que ma fille avait à peu près le même cerveau que lui? C'est qu'elle le cachait très bien, elle le masquait, comme on dit. Et donc, elle, à l'école, elle avait de très bonnes notes, surtout dans les matières qu'elle aimait. Mais sur ses notes, sur ses bulletins de notes, c'était marqué souvent bavardage parce qu'elle s'ennuyait ou elle était plus intéressée à parler avec ses copines que de faire attention en classe. Et donc, en fait, son TDAH, elle l'internalisait, en fait. Donc, de l'extérieur, personne, même pas sa mère, a remarqué qu'elle avait un TDAH. Donc, je trouve qu'il y a quand même, et auprès de ma clientèle qui est essentiellement féminin, on dit souvent ça, c'est-à-dire qu'on parle de hyperactivité ou sans hyperactivité en France, mais aux États-Unis, tout le monde a le H, l'hyperactivité, parce que si c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, en fait. Et j'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord avec moi, vous qui avez le TDAH. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'en fait, souvent, on parle de H pour hyperactivité, mais on oublie aussi que l'hyperactivité, elle peut être cérébrale. Chez moi, ça se manifeste souvent dans les ruminations. Il se passe un truc avec lequel je suis pas OK et jour et nuit, ça va tourner en boucle dans ma tête. Je vais ruminer. Et tu parlais de la scolarité pour ta fille aussi. Et c'est marrant parce que moi, toute ma scolarité, ça a été ça. Ma mère, elle m'a toujours dit, ouais, de toute façon, toi, à l'école, ça dépend de la tête du prof. En fait, ça dépend pas de la tête du prof, ça dépend de la pédagogie du prof. Si je vais avoir en face de moi un prof qui va être hyper dynamique, qui va trouver des histoires rigolotes et puis qui va se montrer intéressant, je vais avoir des super notes parce que je vais être captivée par ce qu'il dit. Je vais être très intéressée et j'ai même pas besoin d'apprendre mes cours en sortant. Tout est rentré. Par contre, si j'ai un prof qui est soporifique au possible, alors là, c'est fini, je dors ou je bavarde avec la copine parce que je m'ennuie ou je fais du dessin parce qu'il faut être calme en tant que fille. Et c'est fini. Je rejoins complètement là-dessus, Justine. Notamment, c'est la tête du prof qui compte. Alors, oui et non. Enfin, c'est effectivement, si on trouve le sujet intéressant ou stimulant pour notre cerveau, ou fun ou drôle, là, on va enregistrer sans difficulté. On va apprendre 3 semaines de cours en 10 secondes. Et si le prof, on le déteste ou on trouve son cours nul ou l'ambiance est pourrie, t'as beau bosser tes cours pendant 150 ans, et le cerveau, il dit non, j'en veux pas de tes cours pourris. Alors,
Voilà, donc et après, on se dit sur la copie, fais peu d'efforts, sur les bulletins, peu d'efforts. Peut faire mieux aussi, continue ses apprentissages, parle beaucoup, ou trop silencieuse, ou voilà. Il y a souvent les deux qui s'entremêlent souvent. Pour rebondir un petit peu, parce que la question de départ, c'était la différence entre les garçons et les filles. Moi, petite, pourtant, j'ai mon petit frère qui a été diagnostiqué très jeune, à 7-8 ans, mais alors lui, il était venu au monde à 6 mois, donc grand prématuré. Et à l'époque, il avait tous les symptômes vraiment de l'hyperactivité masculine, donc il criait beaucoup, il courait tout le temps partout, il écoutait rien. C'était vraiment compliqué quand il était petit. Du coup, toute l'attention familiale s'est portée sur lui. Moi, j'étais l'aînée d'un couple. Ma mère était séparée, donc moi, j'étais la première. Et je pense que de mon caractère, j'ai toujours voulu minimiser et me cacher, entre guillemets, pas déranger, parce que voilà, j'avais un petit peu ce sentiment de ne pas être vraiment à ma place, puisque j'étais l'aînée d'une première union. Donc tout s'est focalisé sur mon petit frère, et moi j'ai passé ma scolarité, ma jeune enfance comme ça, en n'étant pas mauvaise à l'école, parce que j'adorais l'école, j'adorais apprendre et j'adorais être stimulée intellectuellement. Et je rejoins tout à fait la réflexion sur les professeurs. Effectivement, je pouvais être très engagée dans certains cours parce que le professeur était incroyablement motivant, stimulant et surtout juste. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec l'injustice pratiquement toute ma vie. J'ai des souvenirs de conflits avec des employeurs quand j'étais toute jeune, donc j'ai des petits boulots, j'étais pas forcément diplômée, où je ne supportais pas les choses qui n'étaient pas justes, mais vraiment, et c'était factuel, c'était pas juste, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc c'était, moi jeune, j'étais très impulsive, très boute en train. Pareil, j'avais les mêmes bulletins scolaires que vous, un bavardage incessant. Je passais ma vie à me faire virer de cours parce que j'arrêtais pas de faire le bazar. Mais pour autant, j'écoutais. Et ma mère me disait toujours: «Petite, toi, de toute façon, tu es chiante parce que tu arrives toujours à faire tout ce que tu veux». J'avais toujours réussi à avoir mes diplômes. Les poésies, elle m'engueulait le soir parce que je les révisais pas. «Ouais, de toute façon, tu vas encore avoir une mauvaise note», et en fait, je l'avais entendue une fois et je la savais, ma poésie. Donc j'ai eu beaucoup de soucis, en fait, en grandissant, de cette image de moi, en fait, de ce symptôme de l'imposteur, parce qu'en fait, j'arrivais, si j'avais décidé de faire quelque chose, j'y arrivais, et le jour où, on en parlera peut-être plus tard dans la table ronde, mais le jour où j'ai eu mon diagnostic, j'ai eu du mal à y croire quand même. Et encore aujourd'hui, hein, ça fait 1 an et demi, et c'est compliqué de se dire qu'on est capable si on en a envie, mais que tout d'un coup, pour des choses bêtes, on a l'impression d'être con, quoi, pour dire les termes, quoi. Donc c'est vraiment cette ambivalence et ces 2 facettes de nous qui est compliqué, je pense, quand on grandit sans savoir, en fait. Et même en sachant, à 42 ans, on a encore du mal quand même à s'accepter, à se pardonner aussi certaines choses, et à arrêter avec ça. Donc pour répondre à la question entre garçons et filles, potentiellement, moi, pourtant, j'étais une fille, mais je pouvais quand même brasser pas mal quand même à l'école et à la maison. J'ai eu une adolescence très conflictuelle avec ma mère, je pense liée aussi à ça, à l'injustice, au fait que je me rebellais, et j'ai eu vraiment une grosse adolescence très, très compliquée, avec vraiment le stéréotype de ce qu'on peut dire dans les études, conduite à risque, sexualité enfin, moi, j'ai eu des conduites à risque sexuel. J'ai eu de la chance, franchement, quand j'ai eu entre 15 et 18 ans, je sortais sans arrêt, je buvais beaucoup d'alcool, je me protégeais pas, et j'aurais pu finir comme les filles enceintes à 16 ans, ou attraper une maladie grave ou sexuellement transmissible, et j'ai eu de la chance. Mais moi, j'ai rentré dans ces clichés-là. Voilà, j'ai beaucoup consommé d'alcool, j'ai fumé jeune, et j'avais plutôt les addictions. Mais pour autant, je suis passée quand même entre les gouttes du reste, parce que finalement, j'ai réussi à m'imposer peut-être une certaine discipline, ou un perfectionnisme tellement fort, de vouloir montrer que j'étais capable d'avoir un travail, d'avoir une vie de famille, que je me suis imposé tout ça, j'ai masqué, et je me suis pas écoutée. Je pense que ça revient souvent dans les gens qu'on interviewe, ou les gens qu'on accompagne comme Robin, c'est le fait de pas s'écouter, en fait. De mon côté, en fait, je rejoins un peu tout le monde finalement sur vos vécus. Et notamment d'abord l'éthique, puisque en fait, concernant voilà, le côté profil femme et profil homme qui est différent, en fait, moi, je pense être passée aussi sous les mailles du filet,
parce que, en fait, quand j'étais petite, j'étais très, très impulsive, très, très hyperactive. Mais le souci, c'est que j'avais une famille qui ne s'est jamais fait diagnostiquer, mais je pense très grandement qu'ils ont chacun leur neuroatypie. Et en fait, du coup, c'est jamais venu de ma famille de me dire, que je suis trop, que je suis dans l'excès, pardon, que je suis dans l'excès ou quoi. Et en fait, quand j'étais à l'école, moi je viens d'un petit village un peu paumé de la France. Et peut-être qu'à l'époque, à mon époque en tout cas, il n'y avait pas encore aussi, ce truc-là de, bah, voilà, des troubles, des difficultés scolaires qui peuvent être liées vraiment à un trouble et pas à un je m'en foutiste, un ennui ou un truc comme ça. Et donc, j'avais jamais eu des professeurs et des maîtres et des maîtresses qui me disent, enfin, ou qui disent à mes parents: «Voilà, votre enfant, il est trop ou il travaille pas ou il s'ennuie ou quoi». Mais par contre, quand je regardais les bulletins de notes, il y avait quand même toujours ce truc qui revenait comme pour vous toutes, ce truc où j'étais beaucoup dans la lune, que j'écoutais à moitié. Mais il y avait aussi, comme disait Sophie, l'autre côté où on me disait que j'étais super intéressée, que j'écoutais beaucoup, que je posais beaucoup de questions. Et en fait, il y avait toujours ce côté, comme vous l'avez tout dit aussi, que en fait, en fonction du professeur que j'avais en face de moi, ben, je pouvais être plus ou moins concentrée ou plus ou moins avoir de meilleures notes. Moi, par exemple, je me rappelle d'une année, je pensais être nulle en anglais et que jamais j'arriverais à parler anglais, à le comprendre. Et en fait, une année, au collège, j'ai eu un professeur qui était américain et il parlait du coup américain. Et nous, en fait, on lui apprenait le français et lui nous apprenait l'américain. Il s'appelait Monsieur Adam et il était super sympathique, vraiment le profil américain, super cool. Et donc, en fait, il nous a appris l'anglais d'une certaine manière, sûrement moins protocolaire. Et en fait, j'ai vu directement les effets positifs. Au bout de quelques cours, je savais lire un texte sans me tromper et en le comprenant super bien. Et c'est de là où j'ai pris connaissance que oui, ok, c'est pas du tout. Moi, j'ai des difficultés, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup lié à mon environnement et à la personne que j'ai en face de moi. Et même pour les mathématiques, ça c'est des choses aussi qui m'ont beaucoup choquée. Pendant mes années, au début, j'étais nulle en anglais. Après, j'ai eu une professeure enfin, en anglais, en maths. Et après, j'ai eu une professeure qui m'a bien appris les maths. Et ensuite, j'ai voulu refaire, après mes études, donc après mon bac, une année de remise à niveau scientifique. Je me suis dit, OK, bon, je peux le faire. Et finalement, en fait, je suis tombée sur un professeur super aigri, super méchant, mauvais. Et en fait, il voulait jamais m'aider. Pourtant, je lui posais énormément de questions et il me disait qu'en fait, c'était moi qui voulais pas le faire. Que voilà, enfin, j'étais juste pas intéressée alors que je lui montrais que je l'étais. Mais du coup, voilà, à cause de lui, hein, je pense que c'est vraiment à cause de lui, j'ai pas eu mon diplôme. Et ça, c'est vrai que du coup, je rejoins tout le monde au côté injustice. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup mal vécu, ces trucs-là où je voyais que les profs n'étaient pas du tout derrière moi alors que je voulais faire, j'étais super motivée et que j'ai eu énormément de profs quand même qui m'ont plus descendu que motivée. Donc voilà, enfin, finalement, je rejoins un peu tout le monde sur tout ça. Et donc voilà, en fait, le diagnostic, je l'ai fait très tardivement et finalement, c'est une amie qui me l'a proposé, ni les professeurs, ni les professionnels de santé, ni la famille, parce que pour tout le monde, j'étais à peu près normale. Enfin voilà, quoi. Juste, j'avais ma personnalité peut-être, mais voilà. Est-ce qu'au final, on a vraiment des symptômes très différents des garçons et des hommes? Ou est-ce que, en fait, c'est juste que le monde autour est tellement fermé à l'idée qu'une fille ou une femme pourrait avoir un TDAH que malgré le fait que les symptômes soient tous là, tous les drapeaux rouges sont bien alignés, ils ne le voient pas parce qu'ils ont les yeux fermés, les oreilles bouchées? Moi, je pense que c'est très fortement le cas. Si on en croit la société actuelle, si on regarde un peu tout ce qui se passe aux alentours de la société actuelle sans prendre en compte le TDAH déjà au global, et si on se concentre sur la notion du TDAH chez les femmes, ça se voit qu'il y a du déni, ou même j'ai envie de dire du faux déni, parce qu'on nous fait croire qu'on ne sait pas, alors qu'en fait on ne veut pas voir.
parce que ça voudrait dire aussi accepter une nouvelle forme, accepter un fonctionnement différent, accepter un fonctionnement différent, donc mettre du coup en place des choses adaptées à ces personnes pour qu'elles puissent vivre de manière correcte, tout en suivant l'évolution naturelle de leur cerveau, parce qu'on n'est pas branché, on n'a pas le même câblage, ok. Nous, on est câblés différents. J'ai voulu faire un jeu de mots, mais ça a foiré. J'ai oublié la phrase au milieu. Qu'est-ce que je voulais dire? Bref, oui, voilà. Là, ce qui se passe actuellement dans mon cerveau, c'est ça part en mode flipper et ça oublie. Par rapport à toutes les personnes que j'ai interviewées, parce que du coup, j'ai pas mal de recul et je vois quand même passer beaucoup de profils différents, je me rends compte qu'entre celles qui ont été diagnostiquées plus tôt ou celles qui ont été diagnostiquées plus tard, il y a à la fois un effet sociétal et patriarcal, on le sait très très bien, que ce soit les grilles de symptômes, la prise en charge des patients et la lecture de vie ou l'anamnèse, le b.a.-ba de diagnostic, on voit très bien que tout est fléché côté masculin. Donc ça, c'est un des premiers soucis qui est en train d'un petit peu se bousculer, un petit peu se modifier maintenant, heureusement, un peu grâce à nous, grâce à tout ce qu'on fait sur les réseaux pour essayer de bousculer tout ça et donner la parole aux femmes. Mais il y a une partie aussi sociétale et patriarcale, mais il y a aussi une partie qui est de notre responsabilité à nous, en fait, d'un point de vue, c'est encore une fois, c'est éducatif. On a tendance à ne pas s'écouter, nous les femmes. Et en fait, on minimise nos soucis, on minimise nos difficultés, et pour ne pas montrer nos faiblesses, et on ne le dit pas. Et je le vois très bien quand j'interviewe les femmes. Il y en a une partie qui partent du principe que c'est elles qui font pas bien, que c'est elles qui sont trop fatiguées, que c'est elles qui savent pas gérer, mais à aucun moment ça va leur effleurer l'esprit de se dire j'ai quelque chose, je vais trouver une excuse, entre guillemets, une raison à ça. Non, elles vont prendre sur elles vont faire preuve de résilience, elles vont s'épuiser et elles vont pas s'écouter. Donc, je pense qu'il y a un petit peu il y a la société qui nous le permet pas ou qui nous l'autorise pas, et nous-mêmes on se l'autorise pas non plus. Et c'est ça qu'il faut changer vraiment, parce qu'il y a quand même des femmes qui sont diagnostiquées jeunes, mais je pense que ça va dépendre de l'environnement dans lequel elles sont. Ça va dépendre aussi si elles dérangent ou pas, parce que comme on est souvent dans des clusters familiaux et qu'on a notre fonctionnement interne et que tout se passe bien quand on est en 8 kilos chez nous, c'est quand on est confronté à la société et quand on sort donc à l'école, dans le milieu professionnel, que là, ça pose problème. Mais parfois, on arrive quand même à faire les caméléons et à s'en sortir. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité de part et d'autre, moi, je pense. Oui, je pense aussi. Ouais, complètement. Après, c'est une sorte de cercle vicieux. Comme on grandit dans cette atmosphère-là, du coup, on se dit, OK, on ne peut pas trop se plaindre, c'est sûrement un problème, mais qui n'est pas d'ordre trouble ou quoi. Et donc, on préfère se taire, se ranger comme ça, là, essayer de faire le moins de place possible et tout. Et finalement, en fait, on passe sous l'émail du filet, quoi. Et il suffit aussi qu'on a une personne en face de nous qui est mal informée ou voilà, et qu'on commence à dire des choses et que cette personne-là, elle nous regarde avec des gros yeux, on peut encore plus se recroqueviller parce que du coup, on n'a pas forcément eu une confiance de la sécurité en venant de cette personne. Donc, il y a plein de choses aussi comme ça qui peuvent en rentrer en compte, quoi. On s'est un peu tiré une balle dans le pied, les femmes, parce qu'on est en train d'essayer de se battre pour faire notre place. On s'est battu pour avoir le droit de vote, on s'est battu pour aller travailler, on s'est battu pour avoir des métiers. Mais en fait, on s'est imposé le fait de réussir et de prouver qu'on était capable de le faire. Donc, vous voyez un peu on se retrouve un peu face à nos propres injonctions où on s'est dit, mais ok, moi, j'ai plus envie d'être la femme qui travaille, qui vit à la maison, qui s'occupe des enfants. Je veux être capable d'aller travailler, de voter, de gagner mon argent. Mais en contrepartie, on se dit, purée, il faut pas que je montre la moindre faiblesse. Et du coup, je ne m'écoute pas. Donc, on a voulu cette situation-là et en même temps, on se rend compte que ça nous piège quelque part. Donc, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça et qu'il faudrait qu'on arrive à lisser. Alors les filles, moi je suis d'accord avec vous, mais en même temps je suis pas d'accord. Parce que en fait, dans l'évolution patriarcale, alors c'est la féministe en moi qui sort, dans l'évolution patriarcale, en fait, les femmes ont voulu prendre leur indépendance en allant travailler, donc ça c'est vrai, mais elles étaient restées toujours mariées à des gros machos qui disaient « Ah ok, tu veux travailler, mais il faut que tout le boulot à la maison il soit fait aussi ».
Donc, en fait, il faut qu'elles travaillent comme un homme, mais il faut qu'elles continuent d'avoir aussi leur rôle de femme. Donc, en fait, elles bossent à l'extérieur, mais elles bossent aussi à la maison. Que le mec, lui, il va bosser quand il revient à la maison, il n'a plus qu'à se mettre les pieds sous la table. Donc, en fait, effectivement, c'est compliqué pour une femme parce qu'elle doit se conduire comme un homme à l'extérieur, mais à la maison, elle reste une femme avec toutes les tâches ménagères qu'elle a à faire. Ça commence à se démocratiser un petit peu maintenant parce que on commence à dire aux hommes, ce serait peut-être bien que tu te bouges un peu le cul parce que si on a fait des enfants, on était à 2, donc on est à 2 à s'en occuper. Mais bon, ça c'est quelque chose d'autre. Mais je pense aussi qu'il y a la sociabilisation qui change beaucoup de choses. Parce que le TDAH, s'il n'est pas détecté chez les filles, c'est parce qu'en fait, on est sociabilisé à prendre le moins de place possible et que même dans notre vie d'adulte, ça se remarque encore parce qu'il y a des choses qui ont été faites, par exemple en réunion. Les hommes coupent plus facilement la parole aux femmes et en plus, les femmes ont des temps de parole à cause de ça qui sont beaucoup plus réduits. Donc même si on essaye de prendre notre place dans la société, les hommes ne laissent pas notre place. Donc effectivement, on est obligé de faire 2 fois plus parce qu'en plus, comme on est des femmes, on fait les choses beaucoup moins bien. Enfin, ça, c'est dans la tête des hommes. Donc on est obligé de faire 2 fois plus, prouver 2 fois plus pour avoir la même chose quand même. C'est comme s'il y avait une bataille d'ego entre le mâle et la pseudo-femelle. C'est des batailles primaires qui sont, selon moi, source dans la société. Enfin, elle date depuis le début des temps, depuis le début qu'on est là. Mais il y a encore cette notion de patriarcat, matriarcat. Il y a encore une notion de guerre des sexes, j'ai envie de dire, qui ne devrait plus exister, qui devrait être, au lieu d'être, que ce soit un duel, que ce soit un duo, parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Hein. On oublie que les mecs qui sortent du bit des femmes, de leur mère. Donc, moi, je rejoins un peu ce que Mélodie a dit, c'est-à-dire que moi, je pense que le DSM, le diagnostic statistique, tout le monde connaît, pour des troubles mentaux, je pense que jusqu'à récemment, que ça vous apportait tous beaucoup de préjudices dans le diagnostic pour le TDAH, étant donné que c'est basé sur les symptômes des garçons et des hommes. Donc, je pense que ça joue pour beaucoup dans le diagnostic et dans la reconnaissance, pas la reconnaissance, de la détection, en fait, des filles par rapport aux garçons et des femmes par rapport aux hommes. Et heureusement, enfin, je suis assez optimiste que le prochain DSM qui va sortir, on va parler de la régulation émotionnelle, on va parler d'autres choses qui ont plus un rapport avec le TDAH au féminin. Et je pense qu'à terme, peut-être pas pendant qu'on vit sur cette terre, nous tous, mais à terme, je suis optimiste que les choses vont évoluer dans ce sens. Donc pour toi, il y a quand même une subtilité de symptômes chez les femmes qui ne sont pas toujours visibles au regard de la liste officielle, disons, dans le DSM. Ah, mais complètement. Et puis, je vous écoute tous et je pense toujours à ce que mes clientes disent, c'est que c'est très difficile de s'accepter et pour d'autres personnes d'accepter le TDAH au féminin parce que c'est invisible. En tout cas, c'est moins visible que chez des hommes. Donc, c'est moins reconnaissable, c'est moins détectable. Voilà, tout est plus à l'intérieur et moins visible à l'œil nu, on va dire. Je pense que ce serait intéressant de dire que c'est invisibilisé plutôt. Car si c'était invisible, on ne le verrait pas. Alors que je pense que c'est visible, mais on choisit de ne pas le voir. Parce que ça créerait des problèmes qu'il faudrait encore résoudre et des problèmes, on n'en veut pas. Et c'est comme une notion, comme si ce rejet voulait montrer le rejet de la société à vouloir évoluer là-dessus. Et ça voudrait montrer que chez les femmes aussi, ça existe. Et donc, l'ego des hommes, entre guillemets, serait menacé. Je vais peut-être un peu loin dans mes réflexions, mais je me dis, il y a peut-être un peu de ça. Parce que ces études sont principalement faites sur les hommes, pour les hommes et par des hommes aussi.
Je pense que je rejoins un petit peu ce que disait Robin. C'est effectivement l'expression des symptômes chez la femme sont minimisés. Et je trouve que l'impact hormonal est minimisé. Et qu'on commence enfin à travailler là-dessus, à analyser. Il y a des études scientifiques qui commencent à sortir. Les professionnels connus sur les réseaux sociaux en parlent de plus en plus. Et je sais que avant que je sache que j'avais un TDAH, j'avais des SPM qui étaient énormément marqués. Et je me souviens que les réflexions de mon entourage, c'était oh, bah, ça y est, on pète un câble, encore tu vas avoir tes règles, quoi. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas normal et que c'était une des caractéristiques et une des expressions du symptôme du TDAH et une des expressions de l'influence des hormones et du cycle hormonal chez la femme. Et ça, il faut absolument que ça soit pris en compte de manière globale sur toute la vie de la femme. Et il y a beaucoup de professionnels maintenant et de neuropsychologues qui sont formés là-dessus qui le disent. Le TDAH chez la femme n'est pas linéaire du tout. Et c'est en ça qu'il est aussi très compliqué à diagnostiquer. C'est qu'une femme peut, parce qu'on dit dans le DSM qu'on doit avoir des symptômes avant 12 ans, mais moi je parie que 80% des femmes n'ont pas de symptômes avant 12 ans parce qu'il n'y a pas l'effet des hormones, et qu'après, ça peut être explosé à l'adolescence, comme moi je pense après, avec recul ça a été le cas. Ça re-explose avec les enfants et le postpartum parce que là il y a une chute des hormones et donc là il y a des dépressions, mais qui sont liées au TDAH, et après on en parle de plus en plus, préménopause, ménopause, où là c'est catastrophique en fait. Donc et ça, c'est hyper important qu'on lâche pas là-dessus et que les études avancent et que ça soit dans le DSM-6, espérons-le. Oui. Est-ce que parmi vous, vous remarquez aussi des fluctuations de votre TDAH avec vos cycles hormonaux ou en lien aussi avec la naissance d'enfants, etc. De mon côté, c'est quelque chose qui est super flagrant, surtout quand on vit avec moi, en fait. À l'époque, c'est vrai que quand je vivais chez mes parents encore, je faisais pas vraiment le lien avec mes SPM et mon TDAH. Mais c'est ensuite quand j'ai commencé à vivre avec mon conjoint actuel que j'ai remarqué qu'en fait, c'était très problématique déjà dans notre couple, parce qu'il y a des moments où j'étais super impulsive. Ça m'est déjà arrivé d'être violente. Et je sais que c'était en lien avec mon TDAH et non, je sais que j'ai jamais été méchante. Moi, quand j'étais plus jeune, je me suis jamais battue, j'ai jamais haussé le ton contre quelqu'un. J'étais toujours plutôt du genre à me mettre dans un coin et faire comme si elle n'existait pas. Et c'est vrai que quand j'étais avec mon copain, on avait énormément de difficultés de communication. Ça pouvait partir super loin, et notamment quand j'avais mes règles ou avant mes règles, c'était pire. Donc en fait, on a travaillé ça ensemble. À l'heure actuelle, maintenant, ça s'est beaucoup calmé. Mais du coup, c'est vrai que je l'ai beaucoup remarqué dans mon couple, mais aussi notamment pendant mes études et également voilà, en tant qu'entrepreneur. Je remarque que la période avant mes règles, je suis beaucoup plus fébrile. Je peux pleurer pour rien ou avoir envie de pleurer, et je peux beaucoup prendre super mal les choses. Et maintenant, avec mon copain, comme ça se passe super bien, il sait quand ça va arriver, et du coup, il part moins au quart de tour, ou il va plutôt m'aider, il va me demander beaucoup plus souvent ce que j'ai besoin pour pouvoir me sentir bien. Il va savoir qu'il y a des moments, il peut moins me toucher, parce que du coup, ça va un peu être désagréable pour moi, et du coup, j'ai beaucoup moins besoin de devoir m'expliquer le pourquoi du comment je suis comme ça, ou je réagis comme ça, ou je pense ça, etc. Et du coup, maintenant, je me sens beaucoup mieux, mais c'est vrai que parfois, c'est encore compliqué, surtout maintenant pour les rendez-vous clients. Parfois, ça m'arrive d'avoir pris des rendez-vous en avance, et parfois, je suis un peu en panique à me dire « Oh, mais je vais avoir mes SPM et mes règles dans pas longtemps. Est-ce que j'annule le rendez-vous ou j'y vais ?» Mais du coup, dans ce cas-là, je me prépare super bien avec tout mon protocole et tout. Donc, c'est vrai que c'est encore un peu compliqué parfois, quand il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper ou quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, que j'ai pu beaucoup observer cette période d'SPM. Et voilà. C'est quelque chose que j'ai observé aussi.
Par contre, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'étais sous contraceptif, notamment sous pilule, c'est des symptômes que j'avais pas. Bon, après, on sait que sous pilule, on a des règles artificielles, mais maintenant que je prends plus de contraceptifs hormonaux, c'est vrai que la semaine de SPM, je suis beaucoup plus irritée, je m'énerve très facilement, je suis fatiguée et j'ai très faim. Faim, mais pas pareil qu'habituellement. C'est vraiment, je vais avoir envie de manger des trucs beaucoup plus gras. Je vais partir sur de la raclette, de la tartiflette, etc. Bon, on arrive au mois de juin, donc c'est plus trop la saison. Mais tout ce qui est fromage, etc., c'est une période où j'ai ces envies-là. Et je sais que le TDAH est plus important parce que là, l'impatience est au summum, quoi. J'ai beaucoup de clientes qui se font diagnostiquer au moment de la ménopause parce que leur cerveau ne fonctionne pas à cause de cette baisse de l'estrogène. Leur cognition ne fonctionne pas comme il faut, Et donc, du coup, soit elle croit qu'elle devient folle, enfin, vraiment, c'est les mots qu'elle utilise, soit elle croit qu'elles ont la maladie d'Alzheimer aussi. C'est souvent le cas. Voilà, c'est-à-dire qu'elles se posent des questions. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là où il y a un bouleversement d'estrogène et des hormones que le TDAH apparaît, ou en tout cas, elle est exagérée dans toute sa splendeur. Je confirme clairement, c'est exactement les mêmes mots qu'utilisent des femmes qui témoignent chez moi, dont Anne-Lise, il n'y a pas si longtemps, qui m'a dit « j'ai consulté pour la mémoire et Alzheimer ». Et sa porte d'entrée de son diagnostic, c'est clairement ça. Et une autre, effectivement, qui a utilisé les mêmes mots, mais j'ai cru que je devenais folle. J'oubliais des trucs que j'avais jamais oubliés de ma vie, mon téléphone, enfin des trucs débiles tout le temps. Et ça peut perturber parce que quand on a passé toute une vie à fonctionner normalement, on se dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis moi, je voulais rajouter aussi par rapport à ma propre expérience, j'ai pris la pilule très très jeune, donc je pense que ça a vraiment masqué un petit peu tous ces effets du SPM quand j'étais jeune. J'ai arrêté après toute contraception à la naissance de mon premier. Donc j'ai fait le postpartum, donc la dépression postpartum pour lui, et après j'étais partie sur du stérilet en cuivre, donc j'avais plus d'influence hormonale depuis maintenant ça va faire 22 ans. Et c'est là que j'ai commencé à sentir un petit peu cette fluctuation. On disait changement d'humeur, mais c'était clairement ça. Et là, arrivé à 40, 42, 44 ans, je sens encore que ça prend un autre level. C'est-à-dire qu'avant, j'étais juste irritée. Donc, quand on a des enfants en plus à gérer, c'est pas évident. Donc, on part tout de suite au quart de tour, on supporte plus rien. Mais il y a un autre aspect de ma personne qui est apparu à ce moment-là. C'était vraiment une humeur vraiment dépressive, vraiment, où j'avais, à un moment donné, donc la semaine avant mes règles, envie de tout quitter. Mais quand je vous dis tout quitter, c'est quitter mon mari, de me barrer parce que je supportais plus rien, je supportais plus sa voix, je supportais plus qu'il respire à côté de moi, je supportais plus qu'il me touche. Mais c'est horrible parce que quand on est quelqu'un qui s'écoute beaucoup et qui s'auto-analyse en continu tout le temps, eh ben, on remet toute sa vie en question tous les mois et c'était impossible à vivre et traumatisant parce qu'on se dit mais je deviens cinglée, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, pourquoi est-ce que j'ai envie de quitter mon mari tous les mois, quoi? Et ça s'est accentué avec l'âge. Donc, je pense qu'effectivement, il y a non seulement le TDAH, mais en plus de ça, effectivement, les effets hormonaux qui accentuent. Et moi, j'ai trouvé un peu l'apaisement, en fait, parce que je prends un autre traitement à côté. Je ne sais pas si on a le droit de parler de traitement autour de cette table ronde, Lydie, tu me donnes l'autorisation? Moi, je prends de la fluoxétine en plus de mon traitement méthylphénidate et ça m'a clairement sauvé la vie. Je revis, ça m'a tout stabilisé. À tel point que je me suis surprise cette année plusieurs fois avec mes règles. Je l'avais pas comme si j'avais 18 ans et oh mon Dieu, parce que je les avais pas sentis arriver. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des victoires parce que ça prouve vraiment que autant mon entourage que moi, je l'avais pas senti arriver. Donc ça m'a vraiment aidée. Et j'encourage vraiment les femmes à se questionner, à ne pas accepter en fait cette situation parce qu'elle n'est pas normale en fait. On ne doit pas avoir des changements d'humeur comme ça fluctuantes. C'est pas normal. Et il faut vraiment, encore une fois, faut s'imposer et se dire non, mais moi, je veux aller bien, je veux que ça soit stable, je veux que ça soit. Et le demander aux médecins et aux gens qui nous accompagnent. Et en plus de ça, les traitements pour le TDAH sont moins efficaces au moment du SPM. Je ne sais pas si tu voulais le dire. Si tu voulais le dire, mais moi, je l'ai constaté parce que je prends le traitement depuis août l'année dernière.
Et clairement, ouais, ce n'est pas assez quand je suis dans ma période avant mes règles. Ouais. Ouais, moi, ce que j'ai eu, c'est que quand j'ai commencé le traitement, donc moi, je prends de la Ritaline. En fait, ça m'a énormément aidée. C'était vraiment le jour et la nuit. La différence était extrême. Et j'étais pas sous traitement hormonal à cette époque-là. Ensuite, pour d'autres raisons, j'ai repris un traitement hormonal. Et le même que j'avais eu quand j'étais ado. Donc, c'était un traitement qui, à l'époque, m'aidait, me correspondait. Et à l'époque, justement, avait stabilisé ces changements d'humeur. Et là, en fait, ça n'a plus du tout eu le même effet. Et la Ritaline ne fonctionnait plus du tout. Et en fait, ça m'a rendu complètement dingue. Physiquement, mentalement, enfin, c'était vraiment catastrophique. Et alors, le médecin généraliste ne savait pas. Il n'avait jamais rencontré ça. Donc, pour lui, il était complètement paumé. Et c'est le psychiatre qui m'a dit qu'effectivement, les hormones peuvent influer la Ritaline et les traitements hormonaux en dessus peuvent influer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais mon Dieu, parce que j'ai vu plein de femmes sur des groupes Facebook, par exemple, de femmes avec un TDAH dire « Oui, mais la Ritaline, j'ai testé, ça n'a pas marché. » Et là, je me suis dit « Oh, ça se trouve, elles prennent la pilule. » Un truc, du coup, mon psychiatre a accepté d'augmenter ma dose de Ritaline. Donc, il a changé, en fait, mon ordonnance de tous les mois pour me permettre d'en avoir un peu plus quand j'ai des périodes de SPM. Bah, tu vois, ça, c'est clairement un exemple qui devrait être modifié dans le prochain DSM-5. Ne plus avoir une ordonnance journalière mensuelle, mais bien journalière et modulable pour ce genre de choses, parce qu'on n'est pas les seuls. Enfin, je veux dire, chez toutes les femmes, il y a une incidence, c'est sûr. Mais ça, c'est encore un exemple qu'il faut améliorer, quoi. Et prendre en compte la spécificité féminine et les hormones, quoi. D'autant plus que les cycles varient d'une femme à l'autre. La moyenne, en général, c'est 28 jours, mais il y en a qui en ont 30, il y en a qui en ont 31, il y en a qui en ont moins. Donc du coup, tout ce que vous venez de dire, ça m'a fait penser que, justement, je vous disais, quand j'étais plus jeune, je ne remarquais pas forcément ce changement d'humeur quand j'avais mes SPM. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que, potentiellement, c'était aussi dû, finalement, au fait que je prenais la pilule contraceptive quand j'étais plus jeune. Donc peut-être que ça devait faire quelque chose, ouais, ça devait un peu réguler, on va dire, mon humeur. Et là, ça fait quelques années que je suis passée au stérilet en cuivre. Et potentiellement, du coup, c'est les moments où ça explose. Mais après, bon, il y a encore d'autres choses aussi qui rentrent en jeu. Comme je vous ai dit, il y a aussi l'environnement, le fait que parfois ça allait peut-être mal aussi au niveau de mon conjoint. Il y a aussi l'activité qui, voilà, quand on travaille seul aussi, ça peut beaucoup stresser de travailler seul, voilà, d'avoir beaucoup de charges. Donc, je pense qu'il y a aussi ce truc de la charge mentale. Et puis, par rapport à la mémoire dont vous parliez, c'est vrai que donc, vous avez beaucoup parlé que c'était pendant la ménopause qu'on pouvait avoir cette perte de mémoire et du coup, potentiellement, peut-être voir qu'on a un TDAH à ce moment-là. Et bien, ce qui est bizarre, c'est que moi, c'est depuis quelques années, là, très récemment, que je dis à tout le monde que je sens que j'ai une perte de mémoire. Et là, je l'ai encore dit à ma psychiatre. Et j'arrivais pas à comprendre d'où ça venait. Et du coup, je me dis sûrement que finalement, ça vient du TDAH. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore creusé ça. Et je n'ai pas forcément de traitement là-dessus par rapport à cette mémoire-là. Mais je pense que ouais, ça doit avoir peut-être un lien avec la charge mentale. Mais voilà, c'est vrai que ça me fait peur. Du coup, je me disais peut-être que je suis en train d'avoir l'Alzheimer ou un truc comme ça. dans mon cas, c'était un petit peu pareil. Je disais pour rigoler que j'en ai un Alzheimer précoce, pour rigoler. Parce que très souvent, j'imagine que toutes ont eu la même chose, se retrouver dans une salle et puis savoir pourquoi on est allé dans cette salle, et puis retourner à l'endroit où on voulait aller pour aller chercher ce qu'on voulait chercher. On a oublié. Et ça peut durer toute la journée. Donc, on a l'impression qu'on devient dingue et qu'on devient ça y est, j'ai un pet au casque, ça y est, je suis fêlée du ciboulot, ça y est, c'est. Et voilà, la preuve, j'ai encore oublié ma pensée. Voilà, Alzheimer précoce. Voilà. Tu voulais parler des SPM peut-être ? Oui, les SPM, c'est bien un syndrome prémenstruel.
parce que je connaissais pas l'acronyme. Oui. Alors, chez moi, effectivement, ça se manifestait un peu plus. J'avais des pics d'énergie quand j'étais en période d'ovulation. Pouf, pic d'énergie. Là, je pouvais faire tout ce qu'il y avait à faire dans le mois, je pouvais faire dans la semaine ou en 2 jours. Et en syndrome prémenstruel, laissez tomber, je n'existe plus. Je suis une larve, une vraie larve. Je n'ai plus de cerveau, j'ai plus de corps, j'ai plus rien. Oubliez-moi. Voilà. Donc là, c'est pas la peine de me mettre des rendez-vous, de me mettre les cours. J'adaptais vraiment mon quotidien quand j'étais à la fac. J'adaptais mon quotidien en fonction de ces périodes, sans savoir. Je ne savais pas que c'était le TDAH, que c'était lié aux hormones et tout ça. Tout ça, je n'avais aucune notion du TDAH. Je le faisais naturellement. Je peux me permettre de rajouter juste quelque chose par rapport à Alzheimer et le fait de perdre sa pensée là en une fraction de seconde. J'ai vu passer plein d'études scientifiques sur le rapprochement entre la maladie d'Alzheimer et les profils TDAH quand même. Hein. Ils sont en train de creuser là-dessus, comme quoi on aurait quand même un terrain propice, nous, en tant que TDAH, pour présenter Alzheimer plus tard. Donc après, il n'y a pas de conclusion pour l'instant, mais je sais qu'ils sont à fond là-dessus. Et j'ai lu aussi un autre article qui était très intéressant sur l'analyse du cerveau. Justement, dans ces moments de décrochage, ils expliqueraient que ça pourrait être potentiellement des phases de sommeil au niveau du cerveau. Je ne sais pas si vous l'avez vu ça, mais que soi-disant, on pourrait interpréter ces moments de blanc ou de, comme j'appelle ça, les erreurs 404 quand on bug, tu sais, il n'y a plus personne. Ils auraient analysé un petit peu en disant que ça pouvait ressembler à des phases de sommeil dans le cerveau. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà, il y a tout ça pour dire qu'il y a plein de recherches, ils essaient de trouver des explications un petit peu pour tout, mais c'est intéressant de lire ces choses-là. Je voulais juste, avant qu'on termine, revisiter un peu la phase diagnostic. Pour celles qui ont eu un diagnostic, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose pour vous? Est-ce que ça vous a fait un effet physique ou mental? Est-ce que derrière, vous avez eu l'impression qu'il y a eu un aggravement des symptômes ou autre? Quand j'ai eu mon diagnostic l'année dernière, effectivement, sur le moment, j'ai été soulagée parce que je me suis dit: «Purée, je suis pas folle». Je savais qu'il y avait quelque chose, mais en même temps, il y a eu un contre-coup. Moi, souvent, quand je parle avec les gens que j'interviewe, on a tous un peu ce ressenti. C'est un peu comme on vit tous ce diagnostic un peu comme un deuil. C'est-à-dire que, waouh, il y a OK, il y a la phase un peu de déni, la syndrome de l'imposteur et cetera. Il y a la phase de colère parce qu'on revoit toute sa vie avec ce filtre-là et on se dit: «Mais punaise, mais pourquoi personne n'a rien vu? Quel gâchis! Qu'est-ce que j'aurais pu faire de ma vie si et si et si?» Donc il y a un peu cette partie-là. Après, il y a un peu, donc la colère et après il y a l'acceptation qui peut parfois être longue en fonction de l'environnement dans lequel on est, si on se fait accompagner, si on a les bons professionnels, le bon entourage. Et puis, il y a la phase où, ouais, je trouve qu'il y a eu un contre-coup on lâche les vannes, en fait. Parce qu'on a cette acceptation de soi et on se dit: «Purée, en fait, j'ai le droit d'être fatigué, j'ai le droit d'oublier, j'ai le droit de couper la parole parce que j'ai peur d'oublier ce que je vais dire, j'ai le droit de m'écouter plus» et en fait, il y a eu j'ai senti un petit retour en arrière mais dans le sens où j'ai arrêté de retenir et de masquer. Donc effectivement, j'ai trouvé que j'avais eu une aggravation un petit peu des symptômes, mais bon, je sortais d'un burn-out aussi. Donc je pense qu'il y avait la fatigue du burn-out accumulé qui avait eu du mal à se remettre. Mais moi, clairement, il y a eu un avant et il y a eu un après. Donc moi, j'encourage tout le monde à aller au diagnostic parce que clairement, ça donne une clé de lecture, une clé de compréhension sur soi et surtout une capacité d'expliquer aux autres, enfin, dans notre vie perso, dans nos interactions, dans notre travail, que ça soit salarié ou entrepreneur et ça nous donne le droit d'adapter notre vie et de s'écouter plus. Donc pour moi, ça a été totalement bénéfique. Est-ce que tu as des questions, Sophie, aux autres personnes qui sont là par rapport au diagnostic? Est-ce que tu as des choses que tu redoutes ou voilà des... Comment on s'organise, comment ça s'organise, comment ça se met en place en fait, et dans quel état mental il faut se mettre pour le passer dans les meilleures conditions. Je veux dire comment ça s'est passé pour moi, ça veut pas dire que ça s'est passé de la même manière pour tout le monde. Mais moi, ma psy a commencé à m'en parler. Je connaissais pas du tout le TDAH.
Et elle m'a dit d'aller regarder sur Internet. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Et du coup, maintenant, il y en a encore plus grâce à Zoom TDH. Mais je suis tombée sur une femme qui parlait du TDAH et qui expliquait que quand on a un TDAH, on a un filtre qui est tout pété. Et que du coup, au lieu de réussir à se concentrer sur une chose, par exemple, on est dans une soirée, on a une conversation avec Paul, et on n'arrive pas à se concentrer sur ce que dit Paul parce qu'il y a des enfants qui jouent à côté, qui crient très fort, et puis on en a d'autres qui explosent de rire, et que du coup, Paul, on n'entend même plus ce qu'il dit. Et je me suis dit, purée, mais ça, en fait, je me suis vachement reconnue dedans, et je me suis dit, mais ouais, peut-être que du coup, moi, c'est ça aussi que j'ai. Et donc, à la séance d'après avec ma psy, j'ai dit, je veux bien qu'on fasse le diagnostic. Et au final, elle m'a posé plusieurs questions. C'est plus ou moins des mises en situation de savoir si on était comme ci ou comme ça, pour vérifier que on avait bien les symptômes du TDAH pour diagnostiquer. Maintenant, c'est avec ou sans hyperactivité, mais je pense que l'hyperactivité, ça peut être aussi cérébral. Mais Alors, c'est comme toujours le DSM-5 qui date d'il y a 10 ans et qu'il y a plein de choses qui ont évolué depuis. On attend le DSM-6. Il faut en faire un tous les ans, en fait. C'est ça. Vu la vitesse de l'administration, ça va être compliqué. Oui, De toute façon, si on veut dire un seul conseil pour le diagnostic, c'est déjà trouver le bon professionnel. Oui, c'est ça. C'est l'essentiel. Après, c'est pas un test d'évaluation, on va pas vous noter, vous allez pas réussir ou pas réussir, c'est vous l'êtes ou vous l'êtes pas. Donc il n'y a pas à se dire de se mettre dans des bonnes conditions. Le seul conseil que je peux donner, parce que moi je parlais du syndrome de l'imposteur tout à l'heure, normalement il suffit d'aller voir un psychiatre pour faire une anamnèse et un entretien clinique, voire plusieurs. Donc il n'y a pas de test, de neuropsy, etc. qui soient payants obligatoirement. Moi, j'ai fait le choix de les passer parce que j'avais ce fameux symptôme de l'imposteur et je voulais le voir noir sur blanc, me mettre en condition et de me rendre compte que j'avais ces difficultés-là. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fait ces tests beaucoup trop tôt après mon burn-out et je pense que cognitivement parlant, je n'étais pas totalement remise. Donc, je pense que ça a potentiellement peut-être un peu foiré le truc. Vous voyez, même avec un test chez le neuropsy, j'arrive encore à trouver des excuses comme quoi j'aurais peut-être un mauvais test. Bon, bref. Tout ça pour dire que la situation, en fait, votre état d'esprit du moment, pas en lien avec le TDAH, mais est-ce que vous avez vos pleines capacités, par exemple, est-ce que vous êtes en dépression ou est-ce que vous êtes Voilà, ça peut rentrer en compte, mais la seule vraie raison, la seule vraie chose importante, c'est de trouver un bon professionnel qui connaisse le TDAH. Alors, c'est pas mon vécu, mais ce que je peux certifier, c'est que toutes les femmes que je vois, au moment d'avoir leur diagnostic, en fait, elles ont cru que ça allait être une fin en soi. Je ne sais pas si ça se dit en français. En tout cas, une fin, une espèce de conclusion et une affirmation. Et en fait, c'est exactement l'inverse. Comme disait Mélodie, c'est que le début, en fait. Et c'est le début d'un chemin, comme Mélodie a dit, qui peut être long, mais c'est toujours, et qui n'est pas linéaire aussi, et qui est un chemin vers l'acceptation de soi, une meilleure image de soi, sans le syndrome d'imposteur, voilà, plus d'amour propre, en fait. Et ça, c'est très touchant. Voilà, et c'est pour ça que j'adore accompagner des femmes qui sont dans ce cas, parce que c'est quelque chose qui est viscéral et qui est très, très important comme travail. Voilà. Donc, mon cœur est avec vous. Merci. Du coup, de mon côté, le diagnostic, alors j'ai pas fait directement le diagnostic TDAH via la neuropsychologue. Moi, en fait, j'ai commencé directement avec une orthophoniste parce que ce qui me handicapait le plus pour les études, c'était vraiment tout ce qui était expression et compréhension. Et en fait, c'est suite à ce diagnostic, suite à ce bilan orthophonique plutôt, que mon orthophoniste, qui avait l'habitude d'avoir plusieurs profils et dont des TDAH qu'elle suivait, en fait, c'est elle qui m'a dit, et ça serait bien de faire un bilan neuropsy pour qu'on ait quand même l'ensemble de ton profil et qu'on n'écarte pas d'autres pistes. Et c'est de là où, en fait, moi, je suis allée voir la neuropsy, j'ai fait le bilan. Et donc, de là, du coup, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit plus tôt, vu que peut-être que c'est parce que je suis une femme, mais elle n'avait pas forcément capté ce côté hyperactivité.
Donc en fait, au début, elle m'avait posé un diagnostic de TDA, même si elle avait quand même mis que dans l'enfance, j'étais au max du H. Et donc après, pendant des années, j'étais restée comme ça. J'avais mes suivis orthophonistes et je prenais de temps en temps mon médicament, pas tout le temps, voilà, vraiment plus pour les études. C'est qu'après que finalement j'ai eu le vrai diagnostic avec le psychiatre, beaucoup plus tard et avec le TDAH complet, quoi. Mais du coup, c'est vrai que là, actuellement, depuis que j'ai ce vrai diagnostic qui a été posé et que là, c'est carré, c'est réel, j'ai pas vraiment ressenti de grandes différences dans ma façon de me voir ou quoi que ce soit, ou que peut-être que les autres me voient, parce que dans tous les cas, je suis qui je suis, donc ma personnalité n'a pas changé entre-temps. Mais en tout cas, de mon côté, moi, ça m'a permis de moins me questionner, de moins tourner en rond dans mes questionnements, dans pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai fait ça, nani nana, enfin vraiment tous ces trucs où on se casse le crâne à se poser mille et une questions sur notre fonctionnement. Et donc du coup, ça m'a permis un peu d'atténuer ce truc-là. Et ça, je trouve ça super important parce que c'est vraiment un peu, c'est un poids qu'on se met sur le dos alors qu'on en a déjà avec le reste. Si on peut enlever celui-ci qu'on se mettait et qui fait qu'on avait un manque de confiance en soi parce qu'on était tout le temps en train de se questionner sur nos choix et sur qui on est. Du coup, franchement, je trouve ça c'est super important de faire le diagnostic pour ça d'abord. Et voilà. Et après, du coup, maintenant que je me connais, ça m'a permis aussi de passer à l'étape suivante, qui est du coup, de voir comment je peux améliorer ma vie, ce qu'il y a autour de moi, d'améliorer mon entreprise et tout ça, enfin vraiment tout ce qu'il y a autour de moi pour que je puisse me sentir pleine d'énergie tout au long de la journée et que voilà, je ne sois pas submergée par les choses. Et notamment, moi, du coup, à côté, je me supplémentais aussi énormément pour reprendre de la mémoire, avoir des moins gros pics d'hypoglycémie dans la journée. Et voilà, vraiment pour pouvoir toujours me sentir bien, même dans l'humeur aussi. Et ça aide énormément dans l'humeur. Donc, je fais beaucoup ce truc de mon côté. Et aussi dans mon entreprise, voilà, j'ai mis en place plein de choses. Il y a des jours où j'ai prévu vraiment du deep work, exprès pour que je m'éparpille pas, des jours où il y a vraiment un ou deux maximum rendez-vous dans la journée et assez écarté pour que j'ai le temps de me reposer entre-temps. Voilà, j'ai mis en place plein de choses comme ça. Et aussi dans mon accompagnement que je propose aussi au profil neuroatypique que voilà que j'ai aussi revu aussi par rapport à tout ça et par rapport au fait que maintenant je sais que je suis diagnostiquée, donc je sais à peu près comment on fonctionne aussi pour ces personnes-là et tout ça. Et donc voilà, et si je devrais dire quelque chose finalement pour ces femmes-là, c'est voilà, si elles se questionnent, qu'elles foncent, quoi, qu'elles essayent bien sûr de trouver le bon professionnel de santé qui saura être vraiment à l'écoute. Mais en tout cas, voilà, si elles suspectent quelque chose, qu'elles y aillent. Pas qu'elles attendent l'approbation des autres ou la confirmation de quelqu'un d'extérieur, vraiment voilà, elles ont ça en tête, foncez, vraiment. Ça va vous faire que du bien. Et puis, si c'est pas le TDAH, il y a peut-être quelque chose d'autre dans tous les cas, parce que si vous vous questionnez, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, dans tous les cas, en fait, vous allez avancer, vous n'allez jamais stagner, vous allez que avancer. C'est que mieux. Voilà. Moi, j'aimerais juste rajouter de ne pas avoir peur de la médication, vraiment. Et encore une fois, de ne pas hésiter à changer de marque. Parce qu'en première intention, tous les psychiatres, presque, hein, ils vous refourguent la Ritaline. Mais moi, la Ritaline, elle ne me va pas du tout. Donc, j'ai essayé la Ritaline, j'ai essayé le Medikinet, j'ai essayé le Concerta, je les ai tous essayés. Donc, faut pas avoir peur de dire à votre psychiatre, non, moi, celui-là, il me va pas, je vais en essayer un autre. Puis cette dose-là, elle me va ou pas cette dose-là. Lui, c'est le professionnel, mais c'est vous qui prenez le cachet, c'est vous qui vous sentez, c'est vous qui vous connaissez le mieux. Donc, faut vraiment. Moi, j'ai plein de gens sur mes réseaux sociaux qui ne savent pas qu'il y a plusieurs marques, qui ne savent pas qu'ils peuvent changer de milligrammes, qu'ils peuvent prendre en 2 prises ou en une seule. Enfin, si vous ne l'essayez pas, si vous ne tentez pas, et vous ne saurez pas. Et il y a beaucoup de psychiatres qui sont encore trop filerileux par rapport à ça. Comme par exemple le Quasim, c'est que pour les enfants. Bah non, c'est faux parce que moi aussi je l'ai essayé. Donc il y a pas de contre-indication adulte ou enfant. Et encore une fois, il y a
quasiment, le professeur Nader Perrou l'a dit sur mon podcast, c'est un des traitements en psychiatrie qui est le plus efficace avec le moins d'effets secondaires. Le méthylphénidate est aussi efficace qu'un traitement pour le diabète. Par contre, il est, beaucoup moins dangereux que le traitement pour la dépression, alors que les antidépresseurs, ils vont vous les prescrire à l'appel sans vous poser de questions, alors que le méthylphénidate, c'est le traitement psychiatrique qui est le plus efficace avec le moins d'effets secondaires. Donc franchement, foncez et n'ayez pas peur de quoi que ce soit. Moi, je reste convaincue qu'on est à l'aube de ce qu'on connaît sur le TDAH chez les femmes et que toute petite contribution, en fait, va nous mener loin.